Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue, c'est le réveil matin. J'espère que vous êtes bien nombreux à nous retrouver aujourd'hui, c'est vendredi. D'autres sujets d'actualité encore seront en discussion sur le plateau à travers nos différentes rubriques. J'espère que vous en avez déjà noté quelques-unes. La première, la toute première, c'est de vous permettre de faire un peu de sport. Mais avant de retrouver Esquil Posme et son extrait, Wichiji, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à nos amis téléspectateurs. Comment allez-vous, Wichiji? Oui, ça va, je vais très bien, merci. Et cette semaine qui s'achève aujourd'hui? Assez bousculante, mais on tient le coup, ça va. C'est ça, le rythme va rester ainsi donc pour un bon moment. Restez donc avec nous, Pratique Sport. Quels sont les exercices de façon spécifique qu'on pourrait faire avant de se retrouver à la douche? Je ramène chacun d'entre nous à nos animaux de compagnie, comme le chat, comme le chien. Vous remarquez tout de suite que après un somme, au réveil, le chat va s'étirer tout de suite. Le chien, il va s'étirer, allonger son dos, allonger ses muscles, étirer. Ce réflexe-là doit être partagé. Ça doit être notre réflexe. Au réveil, dès notre lever du lit, attendre d'abord de retrouver nos esprits, attendre que notre circulation se stabilise parce que nous étions en position allongée, nous revenons en position assise avant de nous mettre debout. Et puis dès que nous nous levons, étirons-nous, ayons le réflexe d'allonger notre dos, de soulager notre dos, d'allonger tout doucement les muscles. C'est l'activité conseillée au réveil. Avant même d'aborder toute autre chose, étirement, stretching, relaxation. Alors, je finis la journée, je finis les travaux de la journée, je reviens du boulot après avoir mangé. Alors, est-ce qu'il est conseillé de faire quelques exercices? Parce qu'il y a des gens qui reviennent très tard, vers 21h, 22h. Alors, que doivent manger ceux-là avant d'aller au lit? Et s'ils ont extrêmement faim, alors doit-il manger un repas lourd? Alors, que doit-il faire avant d'aller au lit? Alors, même quand on a extrêmement faim, c'est un besoin physiologique, c'est un besoin naturel. La chose la plus importante, c'est de satisfaire ce besoin, c'est d'arrêter cette faim. Apporter à l'organisme de quoi satisfaire ce besoin. Arrêter cette faim. C'est ça qui est important. Maintenant, qu'est-ce que manger pour satisfaire ce besoin? Déjà, quand il est tard, il ne faut pas manger des aliments trop riches en calories. Des aliments trop lourds, trop gras. C'est la base de l'alimentation. Il faut satisfaire le besoin, mais en mangeant intelligemment. Apporter quelque chose de suffisant pour arrêter la faim, sans se gaver. Pourquoi? Parce qu'à 7 heures, on n'aura pas l'occasion de dépenser le surplus de calories, d'énergie apportée. Et c'est ce qui est nocif à l'organisme. C'est ce qui est nuisible. Une quantité d'énergie inutile que le corps va utiliser, va stocker en termes de graisse et faire grossir l'organisme. C'est ce qui n'est pas bon. Si je suis arrivé chez moi très tard, j'apporte à mon organisme les besoins nécessaires, juste en termes de lipides, en termes de glucides, en termes de protéines. Je vais privilégier les protéines plutôt que les glucides et les lipides à cette heure-là. Parce que l'organisme va le digérer beaucoup plus facilement. Je vais me reposer mieux. Je vais me réveiller mieux. Alors que si j'ai apporté une quantité d'énergie à travers les lipides, les graisses, à travers les glucides, donc tous les féculents, tout ce qui se dégrade en sucre, l'organisme va peiner à digérer cela. Pendant mon sommeil, ça va être compliqué, difficile. La machine va tourner au ralenti, va dépenser tellement d'énergie pour digérer ces calories. Et au réveil, je serai épuisé. J'aurai fatigué mon organisme et ma machine. Il faut manger léger, tout simplement. Une source de protéines, un morceau de poulet, un morceau de poisson cuit au feu, à l'eau,
des légumes cuits à l'eau, c'est suffisant pour me rassasier. Une petite portion de glucides si j'en ai besoin et je vais le digérer tranquillement. Éviter de grosses quantités d'alcool à cette heure, on ne pourra pas les digérer. Voilà comment, de façon globale, sans être spécialiste en diététique, voilà les bases de l'alimentation. Si je consomme quelque chose de très riche et de très lourd en journée, pendant que je vaque à mes occupations, j'aurai le temps de les digérer, de dépenser le surplus d'énergie. En bougeant, en travaillant, en réfléchissant, en marchant, en me déplaçant dans le bureau, d'un point à un autre dans le quartier, dans la ville, j'ai le temps de dépenser le trop plein d'énergie, ce qui n'est pas le cas la nuit. Voilà les bases sur lesquelles il faut se nourrir. Alors pour finir, quel message avez-vous à lancer de façon générale à la population qui hésite encore, parce que vous voyez des personnes qui vous disent mais je n'ai pas encore le temps pour faire le sport, hein. Votre histoire de sport là, franchement, moi je n'ai pas encore ce temps, allez vous amuser, moi je n'ai pas encore ce temps. Alors quel message avez-vous à lancer à l'endroit de ceux-là qui hésitent encore, qui ne savent pas que le sport est une bonne chose en matière de santé? C'est l'argument le plus léger que les gens brandissent la plupart du temps. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous faites pour ne pas avoir le temps de vous soigner, pour ne pas avoir le temps de bien vivre? Parce que ce que nous sommes en train de dire, pratiquer régulièrement l'activité physique va nous apporter une certaine qualité de vie. On va bien vivre. Vaquer à nos occupations sans contrainte, vieillir positivement, bien vieillir, garder notre forme physique, notre condition physique. Conserver nos constantes en termes de glycémie, de tension artérielle, de poids, etc., etc. On a toujours le temps de faire l'activité physique. Qu'est-ce que nous faisons? C'est un emploi du temps de vie. C'est un chronogramme. C'est une planification de nos journées, de notre vie. Et l'activité physique doit faire partie de ce chronogramme, de ce planning, de cet emploi du temps. Quand je me lève le matin, je sais que je dois me brosser les dents, je dois me doucher pour être en bonne santé, pour vivre. Je sais que je dois me lever à 7 h du matin pour aller à l'arrêt de bus, prendre le bus, aller à mon travail. Je sais que je dois travailler parce que c'est ce qui va me permettre de gagner des ressources pour vivre. Toutes ces choses sont importantes de la vie. De la même façon, je dois retenir, enregistrer, comprendre que je dois éduquer mon corps. Je dois faire de l'activité physique pour être en bonne santé, pour profiter de tout ce travail, de toutes ces autres choses que je fais, pour ne pas dépenser tout le résultat de mon travail en santé, en médicaments, en frais chez le médecin. Voilà la problématique que chacun d'entre nous doit s'approprier. L'activité physique doit faire partie de mon planning de vie, de mon emploi du temps. Je dois l'insérer dans mon calendrier comme j'insère la visite au marché, la visite à la boulangerie, la visite à l'épicerie, dans les boutiques, chez le médecin, etc. Mes distractions, mes loisirs. Il faut que j'ai des loisirs sportifs. Il faut que le sport soit dans mon emploi du temps parce qu'il y va de ma vie, de la qualité de ma vie. Vous voyez des gens du même âge, il y a un qui est croulant, qui marche avec une canne, qui prend difficilement les escaliers, alors que l'autre, il est plein d'énergie, il est vivant, il va qu'à ses occupations, il respire la vie. C'est ça le challenge, c'est ça le problème, c'est ça la thématique centrale de notre vie. Il s'agit de bien vivre. On a toujours le temps pour faire du sport, il faut l'inscrire dans notre calendrier, dans notre emploi du temps. Tout simplement, c'est une volonté. Dès qu'on a compris que c'est vital, ça devient simple à planifier. Mesdames et messieurs, merci. Nous avons toujours le temps de faire le sport. C'est par ces mots que l'expert a conclu, n'est-ce pas, cet entretien que vous avez sûrement suivi et que les conseils seront mis en pratique pour le bien-être de tout un chacun de nous. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous. Nous reviendrons prochainement pour d'autres sujets. Mais pour le moment,
portez-vous bien et prenez soin de vous, sachez quoi manger surtout. À tout à l'heure. Alors, amis téléspectateurs, si vous n'avez pas compris, c'est juste qu'aujourd'hui, vendredi, c'est plutôt le mot de coach, le mot du coach et non l'exercice physique en lui-même. Mais tous ces mots sont, j'en suis persuadée, les bienvenus chez vous parce que justement, lorsqu'on fait autant d'exercices physiques, il faut quand même capitaliser au niveau de tout ce qu'on mange pour que les exercices physiques ne soient pas perdus, ne soient pas faits en vain. Oui, effectivement, Brunel, je nous exhorte à vraiment pratiquer des exercices physiques, surtout que nous rentrons dans le week-end. Donc, je pense que les samedis matins sont plutôt très à l'aise pour pouvoir faire ce genre d'activité. Et il y a un docteur qui est souvent habitué de nos plateaux qui nous dit souvent aussi que faut pas attendre forcément le week-end pour aller faire l'exercice physique parce que vous n'allez pas dépenser tout ce que vous avez consommé la semaine le samedi. C'est vrai. Et vous allez encore en consommer d'autres la semaine qui va suivre. Oui. Donc, chaque jour, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, l'exercice est important. Très bien. Deuxième rubrique donc de votre plateau, mesdames, messieurs, ce sera Télé d'hier et avec la rédaction. Harcèlement, pour moi, ce sont des menaces, répétées, des menaces répétées à chaque moment, sollicitation de la personne, souvent quand il refuse, on le menace en le jugeant, en le traitant mal. Donc harcèlement, c'est menaces répétées, des actions physiques également répétées, des actions de sorte à embêter la personne et à lui mettre mal à l'aise à chaque moment. C'est un phénomène récurrent dans nos collèges et je peux dire que le harcèlement, c'est le fait d'abord d'exercer un pouvoir sur quelqu'un qu'on pense inférieur à soi. Et d'abord, quand on parle de harcèlement aussi, c'est de parler du droit. C'est le droit de quelqu'un qui est brimé. La personne qui se sent supérieure à des autorités sur une personne qu'elle pense inférieure à soi. Donc cette personne subit des violences par rapport à cette personne. Et quand on parle de l'harcèlement en milieu scolaire, c'est principalement nos jeunes sœurs qui sont victimes de cela. Donc, elles sont brisées et elles sont brimées et parfois elles ne peuvent pas en parler de cela. Je venais fraîchement d'arriver au collège, donc c'était en classe de 6e. Et malheureusement, on m'avait envoyé en 6e M12. On m'avait envoyé dans une salle où il y avait les frères pagailleurs de l'établissement, des gens qui sont déjà âgés. Et donc, au début de la rentrée, rapidement, ça avait démarré. On nous a dit, on était quelques-uns, on nous disait, voilà, c'est comme ça se passe ici. À 10 heures. On vous a décrit les règles. Exactement. On vous a rassemblé pour décrire les règles. Voilà, ça, donc à 10 heures, quand vous sortez, vous irez nous payer à manger. Même quand on sort à 17 heures, il faut tenir leur sac. Le sac jusqu'à la maison. Voilà, au moins jusqu'à un niveau. Et cela, j'ai connu ça toute l'année. Mais à partir de 5e, déjà, pendant les vacances, il y a aussi mes aînés, mes grands frères qui ont dit, oh, voilà, on va te former un peu. Ça pose le problème de la compétence de ceux qui gèrent nos écoles. Ça pose le problème de la compétence de ceux qui gèrent nos écoles. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que l'État prenne des dispositions pour que n'importe qui ne soit plus... D'ailleurs, il y a des efforts dans ce sens. Mais spécifiquement en ce qui concerne la gestion des harcèlements, il faut former les gens. Et il faut que les bureaux d'association des parents d'élèves sensibilisent les parents, qu'ils leur disent quelle démarche mener. Ils peuvent mener. Oui. Et le président du bureau, la plupart de ces gens-là, leur problème, c'est leurs intérêts. Hein. Sinon, ils peuvent servir de liaison entre le parent d'un enfant harcelé et le parent de l'élève harcelé. Bien sûr, oui.
il est important de garder à l'esprit les choses suivantes. Oui. Une élection est encadrée par des tests, principalement le code électoral. Oui. Et donc, aussi bien les partis politiques que la Commission électorale nationale autonome ne peuvent agir que sur la base du code électoral. Et donc, si dans cette interaction, une partie estime qu'une disposition du code est violée, il est loisible de demander à la Cour de rectifier. Et c'est même bien comme action, parce qu'en matière électorale, aussi longtemps que les parties prenantes ont recours aux institutions de la République pour régler leurs problèmes, c'est bien pour la démocratie, parce que si vous voulez régler le problème, soit choisissez la voie des institutions ou une voie que je ne vais pas nommer. Donc, c'est bien, la Cour a tranché, le processus va avancer. Oui. Les gens pensent que c'est quand on compte les résultats qui a crié. Ce n'est pas vrai du tout. Si, par exemple, la commission électorale ne s'organise pas très bien, ne maîtrise pas son chronogramme, et que les bulletins sont livrés en retard, vous imaginez dans une localité où les populations attendent le jour J pour peut-être... C'est déjà arrivé, même. Alors, donc, ça veut dire quoi? Que ce serait l'erreur de la faute commise au cours de la commande des marchés publics qui aura créé des situations difficiles. Donc, après le scrutin, on visite tout ça. La formation, la commande, le budget, est-ce que le gouvernement a donné l'argent à temps dans le délai? Est-ce que la commande a été faite? Est-ce que l'entreposage a été fait? On revisite tout, un peu comme un individu fait un bilan de santé. Vous savez, lorsque le cycle est connu, aujourd'hui au Bénin, nous avons un cycle qui commence, désormais qui est sur 5 ans. Désormais, dès le 2026, nous allons rentrer dans un système de 5 ans. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme politique, il se prépare pour affronter les élections tous les 5 ans. De 2023 à 2026, l'électeur sait qu'il a 3 ans. Le parti politique sait qu'il a 3 ans. L'État sait qu'il a 3 ans pour préparer les élections générales. Déjà connues. Le 11 janvier, normalement, nous devrons aller aux urnes. Le 11 janvier 2026. On devra pouvoir le savoir. Et la deuxième quinzaine du mois d'avril. Le 11 janvier, c'est pour les élections législatives et communales, couplées. Et en avril, pour l'élection présidentielle 2026. Donc, connaissant cela, avant même que le déclenche le processus, on devrait s'y préparer. Le mardi, les démocrates avaient déjà introduit au niveau de la Sénat une liste remembrée à laquelle la Sénat a opposé une fin de non-recevoir parce que n'étant plus dans les délais. N'étant plus dans les délais, parce que toute possibilité, tout changement en fait de candidature sur une liste n'est pas admis, sauf si c'est pour cas de décès ou bien pour cas d'une candidature qui se retrouverait sur plusieurs listes. Donc la Sénat a opposé une fin de non-recevoir. Donc le dernier recours pour les démocrates est donc la Cour constitutionnelle qui a statué heureusement à leur bénéfice aujourd'hui. J'avais une certaine fierté quand je venais chez vous ici ce soir, quand je quittais chez moi. J'avais une certaine fierté, cette fierté d'être béninois en fait. Cette fierté d'être dans un pays où, comme on le dit de façon seule, ici c'est le 229. Vous voyez ce que je lui dis? Ici c'est le 229 et que en 90, personne ne nous a imposé la démocratie. Personne ne nous a imposé la confiance nationale. Et ces élections législatives, je reprends encore confiance pour dire que les élections législatives de 2023 nous donnent l'occasion de redonner, de faire parler fièrement du Bénin comme nous l'avions commencé en 90. Ça, c'est faisable et c'est ce qui fait ma fierté ce soir par rapport à la décision de la Cour. L'acte fondateur justement de cette décision, c'est le courage ou cette volonté des démocrates d'aller au-devant de cette Cour constitutionnelle-là pour, ne serait-ce que d'utiliser ce recours qui leur était donné. Ça, c'est à saluer. Il a fallu que les démocrates aillent au niveau de la Cour pour qu'on ait cette décision. Si les démocrates n'y étaient pas allés, écoutez, c'est fini. C'en est fini pour les démocrates.
situation irréversible, parce qu'on se retrouvait dans une situation où la Sénat allait se retrouver avec 2 listes des démocrates. D'ailleurs, elle refusait de prendre la seconde liste, donc elle allait statuer de fait sur la première liste. Et bonjour les dégâts, quand on sait qu'en amont, il y a une administration qui, dans son fonctionnement, n'a pas tourné comme il se doit. Il faut avoir le courage de le dire. Si je prends 3 partis de l'opposition, par exemple, qui ont 3% et quelqu'un 4%, si on fait la somme, ça fait 10%. Mais si on ne fait pas la somme, c'est que les 3 partis tombent. Voilà, donc ça, je crains beaucoup plus. Aujourd'hui, les démocrates, ils disent qu'ils ont des opposants originaux et qu'il y en a d'autres qui sont à la table. Et on va faire tout ça là sur le terrain. Je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, je crains beaucoup que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une chose est de participer aux élections, mais l'autre chose est d'abord d'atteindre le seuil d'éligibilité nationale pour pouvoir prétendre à des répartitions de sièges dans les circonscriptions. Voilà, merci donc à la rédaction qui nous a permis de faire un tour sur les émissions que vous avez suivies sur votre chaîne de télévision. Oui, Kéji? Oui. Vous avez suivi quoi, vous, dans la journée d'hier? La cour commune. Ça se discute. Oui, d'accord. Et nos émissions en langue font qui passent juste après la cour commune en matinée. Absolument, vous gardez bien, oui, Bien Kéji, sûr. la cour commune qui nous a d'ailleurs permis de parler du harcèlement scolaire. Merci. Vous n'en avez pas suivi? En quelque sorte, oui. Très bien. On vous recevra alors sur le plateau de ces jours. D'accord. Prénom du jour à présent. Bienvenue si vous vous appelez Aude. Aujourd'hui, nous parlons de vous. Aude. Aude, est-ce que vous en connaissez des Audes? Oui. Beaucoup? Oui. Non, une. Avec qui j'ai également fréquenté, comme l'autre de la dernière fois, elle s'appelait Marie-Aude. Marie-Aude, exactement. Oui, Marie-Aude. Ce sont des dérivés Oui. du prénom Aude. Alors, vous allez nous dire tout à l'heure si quelques caractères quand même lui ressemblaient. Exactement. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons des Audes et il faut dire que Aude est un prénom féminin plutôt rare. Il vient d'un mot d'origine germanique, alt, qui signifie ou qui qualifie la personne que l'âge a rendue sage, en quelque sorte un vieux ou bien une personne âgée. Et c'est le 18 novembre que nous fêtons les Audes en l'honneur de Sainte Aude, disciple de Sainte Geneviève, ayant vécu à Paris au 5e siècle. Il faut dire aussi que Aïda est un dérivé de Aude. Et donc, en cette date, on fête également les Aïda aujourd'hui. Quelques prénoms dérivés, vous avez commencé à le dire. Marie-Aude, Aude avec H, Aude avec AU. Et il y a également Aude Claire, Audeline, tout ce qui a rapport à Aude ou bien diminutif de Aude, ou bien Aouda aussi, pourquoi pas? Aouda, oui. Ça semble un prénom du Nord. Un prénom du Nord, exactement. C'est dérivé de Aude. Quelques caractères qui symbolisent ou qui caractérisent les Audes. Il faut noter que lorsqu'on est Aude, d'habitude, on est lié à Mère Nature. Aude rejette le superficiel au profit de ce qui est authentique. Elle est calme et réservée et ne garde près d'elle que les gens qu'elle apprécie vraiment. Aude est par ailleurs une romantique inconditionnelle, éternelle rêveuse qui aspire à un monde meilleur. Mais elle sait également être raisonnable et fait preuve d'un profond sérieux quand cela est nécessaire. Elle est indépendante et appliquée. Elle n'attend le soutien de personne pour avancer dans sa quête humaniste et pour défendre les causes qu'elle considère comme justes. Il faut donc noter que l'amour de l'autre et l'altruisme sont les principaux sentiments qui animent les Audes. Alors, Ujeli, oui, vous la retrouvez un peu? En quelque sorte, sauf que la Aude que j'ai connue, c'était une femme un peu très rigoureuse et tout le temps chaude. Oui, d'accord. C'est plutôt ce que j'ai connu d'elle. C'est vrai. Elle est moins indépendante et très appliquée. Oui, très appliquée. Ça, je l'affirme, je le confirme, elle était très appliquée à l'école.
Alors, la couleur des odes, en tout cas, pour ce que j'ai cherché, c'est le rouge. Et la pierre précieuse qui est liée à la couleur rouge, c'est quelle pierre? Le rubis. Exactement, oui, le rubis que nous avons en image. Et son chiffre porte-bonheur, pourquoi pas, serait le 4. Alors, pour finir, quelques célébrités quand même qui ont porté le nom de Aude. Parmi elles, on peut citer Aude Landry. Aude Landry, qui est une actrice française de son vrai nom, Diane Reidy, qui a notamment joué au théâtre, au cinéma et à la télévision. Elle est née le 9 août 1962. Elle est aujourd'hui mère de 2 enfants. Elle est restée, pour ce qu'on a reçu comme information, célibataire. Devenue bouddhiste, elle vit aujourd'hui en France, où elle s'est installée avec ses fils depuis 1994. Il y a également Aude de Queyros. Aude de Queyros, qui est une graveuse, peintre et essayiste française, honorée en 2012 par le prix Adolphe Bouchotte de la critique d'art. Elle est née le 24 décembre 1947. Nous avons également Claudette Charbonneau-Tissot. Alors, Claudette Charbonneau-Tissot, vous allez me demander pourquoi est-ce que c'est une ode. Son nom de plume, c'est Aude. Elle a pris quelques lettres de son prénom Claudette. Ok. Aude. Je vois. Exactement. C'est une écrivaine québécoise née à Montréal le 22 juin 1947 et morte le 25 octobre 2012 au Québec. Elle a créé, ou plutôt il y a une institution ou un centre Aude pour l'étude de la nouvelle qui porte d'ailleurs son nom, tout simplement. Alors, nous avons également la journaliste Aude Lancelin. Aude Lancelin, qui est née le 7 juin 1973. Nous avons l'actrice Aude Thirion, pour bien prononcer, Aude Thirion, qui est née le 7 juin 1973, ainsi que les dessinatrices de bande dessinée Aude Picot, née le 21 juin 1979, et Aude Samama, 13 juin 1977. Il faut dire que l'année 1979 est la meilleure année de Aude, car elle a permis donc de donner naissance, ou plutôt de donner ce nom-là à 1356 enfants. Et voilà ce qu'on peut retenir donc sur les Audes. UGG. Oui. Alors, bonne fête à toutes les Audes. Exactement. Comme d'habitude. Cette journée du vendredi, bonne fête à vous. Et nous allons poursuivre sur le plateau avec l'éphéméride avec vous, Ichiji. Ichiji, de quoi on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui marque cette journée du 18 novembre? Cette journée du 18 novembre marque beaucoup de choses, mais nous avons retenu 3 informations essentielles. En 1935, la Société des Nations décrète des sanctions contre l'Italie après l'invasion de l'Éthiopie. Et pour le petit récit, le 2 octobre 1935, Mussolini adresse un discours belliqueux aux Italiens et leur annonce sa décision d'envahir l'Éthiopie. Il veut offrir en fait à son pays un empire colonial digne de son rang et n'a pas d'autre solution pour cela que d'attaquer le seul État africain qui ait échappé au colonialisme européen. Aussi appelée Abyssinie, l'Éthiopie est gouvernée par un empereur ou négus du nom de Haïlé Sélassié Ier et fait partie depuis 1923 de la Société des Nations. L'organisation supranationale, en condamnant l'agression, va pousser le dictateur italien à se rapprocher de Hitler. Donc voilà pour la première information de notre éphéméride. En 1936, il s'agit d'un suicide à Lille de Roger Salengro, ministre socialiste de l'Intérieur, à la suite d'une campagne de presse calomnieuse. Maire de Lille et député socialiste du Nord, Roger Salengro devient en 1936, à 46 ans, ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Léon Blum, issu de la victoire du Front populaire aux élections législatives. Il participe activement à la conclusion des accords de Matignon. Mais à l'été 1936, l'Action française de Charles Maurras et l'hebdomadaire de droite Gringoire et son directeur Henri l'accusent d'avoir déserté pendant la Grande Guerre.
Il avait été en fait capturé en allant chercher le corps de l'un de ses compagnons de tranchée avec l'accord de son chef. C'est ce qu'établira une enquête conduite par un tribunal de guerre peu après sa capture en 1916. Disculpé mais affecté par la campagne de calomnie et qui plus est déprimé par le décès de sa femme, Roger Salengro se suicide le 18 novembre 1936 dans sa cuisine de Lille. Il n'y a pas d'antidote contre le poison de la calomnie, lance Léon Blum à ses funérailles 5 jours plus tard. Oui, également, toujours un cas de suicide, mais là, il s'agit de 923 morts, dont 260 enfants, suite à un suicide collectif en 1918 de la secte américaine Temple du Peuple dans la jungle de Guyana, en Amérique du Sud. Pour la petite histoire, Jim Jones, un ministre originaire de l'Indiana, exerce une forte influence à San Francisco, où il établit le People Temple, un culte religieux qui se livre à des œuvres humanitaires. Oui. Au milieu des années 1970, Jones fonde une commune au Guyana, Jonestown, où il attire des centaines de ses fidèles, dont beaucoup de démunis et d'Africains américains, attirés par la perspective d'un monde utopique. Des irrégularités financières éveillent les suspicions à l'endroit du People Temple que l'on soupçonne également d'exploiter la population de la commune qui travaille de longues heures dans un milieu étroitement contrôlé. Un représentant du Congrès américain, Léon Ryan, se rend enquêter à Jonestown, près de la frontière avec le Venezuela, en novembre 1918. Il est notamment accompagné de membres de la presse. Après une première impression favorable, Ryan prend conscience du climat de répression qui règne et des traitements que subissent ceux qui expriment leur désir de fuir de la commune. Avant qu'ils ne puissent quitter l'endroit, il est tué avec des journalistes qui l'accompagnent alors que d'autres personnes parviennent à s'échapper. Ces développements incitent Jones, devenu paranoïaque, et ses acolytes à liquider la population de Jonestown, dont des centaines d'enfants, dans les heures qui suivent. Plusieurs prennent le poison volontairement, mais certains y sont forcés alors que d'autres sont tués par balle. Jones lui-même se suicide. Les corps des victimes, plus de 900 en tout, seront retrouvés peu de temps après ce massacre à la fois terrible et énigmatique auquel ne survivront qu'une poignée d'individus. Le People Temple disparaîtra par la suite. Oui, il faut savoir là où on met les pieds avec la vie spirituelle. Voilà. Donc, pour finir notre éphéméride, retournons également en 1990 où Florence Artaud remporte la 4e route du Rhum à voile, première femme à gagner une course transatlantique en solitaire. Le 18 novembre 1990, à 18h, heure locale, Florence Artaud, 33 ans, remportait la 4e route du Rhum après une traversée épique de 18 jours à bord de son trimaran de 18 mètres. Elle était la première femme à remporter une transatlantique en solitaire. Parmi les 138 bateaux en lice pour l'édition 2022, il y a un navire emblématique, l'ancien trimaran de Florence Artaud, celui avec lequel elle remportera la Transat en 1990. Rebaptisé Flo en hommage de la navigatrice tragiquement disparue en 2015, il sera barré par Philippe Poupon, 68 ans. Voilà, merci beaucoup Wichichi, beaucoup d'informations, beaucoup de tristes informations Bien aussi sûr. qui marquent la date de ce vendredi 18 novembre. Néanmoins, cette femme qui a remporté, la première femme, c'est ça? Oui, la première femme à avoir gagné cette course transatlantique solitaire. Solitaire, Oui. voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Nous allons poursuivre votre plateau de Réveil Matin avec le journal Info Matin. Nous restons donc avec vous, Wichichi, pour les informations. Amis téléspectateurs, bienvenue à cette première édition de la journée. Passons au titre.
Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. La Cour ordonne à la Sénat la validation de sa liste. C'est ce qu'on peut retenir de la décision rendue par les sages de la Cour constitutionnelle dans l'après-midi ce jeudi 17 novembre 2022 après le recours formulé par le parti Les Démocrates. On va suivre un extrait des propos de la décision prononcée par le président de la haute juridiction, Razaki Amunda Isifou. À la barre, Hervé Roundété, président du parti Les Démocrates, le représentant de la Sénat et le directeur général des impôts. Ils sont convoqués pour être écoutés suite au recours du parti Les Démocrates. La formation politique accuse l'administration fiscale d'être à l'origine des dossiers non à jour et de ne pas permettre convenablement d'obtenir leur récépissé définitif. Le directeur général des impôts, dans sa déclaration, a laissé entendre qu'il a joué sa partition en délivrant aux demandeurs à jour le quitus fiscal. Argument à l'appui, il explique qu'il n'y a pas eu de 2 poids 2 mesures dans les délivrances. Mieux, les observations ont été reçues dans un délai de 20 jours au lieu de 15 jours selon les tests. Tour à tour, chaque parti a été écouté. L'enjeu de cette audience est de taille. Les avocats du parti Les Démocrates demandent à la Cour d'autoriser la prise en compte de la liste remembrée du parti pour le scrutin du 8 janvier 2023, puisque la Direction générale des impôts n'a pas notifié dans les délais les observations sur les demandes fiscaux. Après instruction et examen du recours, la Cour tranche. Considérant les difficultés auxquelles a dû faire face la DGI, telles que soulignées par elle-même, et en vertu d'une part de l'adage suivant lequel la prescription ne court par contre qui n'a pas pu agir, et d'autre part du rôle de régulation de la Cour constitutionnelle, il convient de juger que doit être prise en compte dans le cadre de l'organisation des élections législatives du 8 janvier 2023 la liste déposée par le mandataire du parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. En conséquence, ordonne à la Sénat de prendre en considération la liste déposée par le mandataire du parti Les Démocrates le mardi 15 novembre 2022. La Cour constitutionnelle autorise le parti à procéder au remplacement de ses 4 candidats sans quitus fiscal sur la liste déposée à la Sénat le 2 novembre 2022. Sur le visage d'un des membres du bureau politique, la satisfaction. La seule chose que je peux dire, c'est que, à la lecture de ce verdict, on peut se dire qu'il y a encore un espace, même s'il est mince, de droit et de droit constitutionnel dans notre pays. Je voudrais juste dire, après cela, que ceux qui ont pensé que le parti Les Démocrates sont enterrés n'ont qu'à mieux se tenir. Parce que la lutte, c'est maintenant qu'elle commence et on va se rencontrer sur le terrain. Cela implique que dans quelques jours, dans quelques heures, la Sénat va identifier le parti Les Démocrates comme parti devant participer aux élections législatives de janvier 2023. Tous les regards sont tournés vers la Sénat qui devra poursuivre l'examen de la validité de déclaration du parti. Toujours par rapport à cette décision de la haute juridiction, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est réjoui de la dite décision et en a profité pour tirer les grands enseignements à retenir. On écoute un extrait de ses propos. Je me réjouis de cette décision. C'est une décision à laquelle je ne m'attendais pas, je dois l'avouer, parce que bon, je ne suis pas de la Cour, un consultant, bon, il fait ses commentaires. N'ayant pas eu le test de la saisine de la Cour constitutionnelle, on ne peut pas totalement aviser dans le fond. Mais là, aujourd'hui, avec la décision de la Cour constitutionnelle, on comprend que la Cour a analysé les différents paramètres du sujet et a considéré, disons, un certain nombre d'aléas. En clair, la Cour n'a pas fait de contrôle de la constitutionnalité et dans son regard contentieux a plutôt joué sur le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Je pense qu'il y a à comprendre que la Cour, si on veut être vulgaire, on va dire la Cour a sauvé les démocrates. C'est-à-dire la Cour a analysé et a jugé que le parti Les Démocrates a fait de son mieux pour participer aux élections et à défaut d'avoir tous les membres placés sur la liste de départ, détenteurs de leur quitus fiscal, le Parti des démocrates a fait l'effort donc de positionner de nouveaux membres, détenteurs sans doute de leur quitus, et donc a demandé à la Sénat de considérer cette liste-là. Il y a plusieurs implications qu'on peut tirer. Ce serait trop tôt de ma part d'en faire beaucoup, mais je dirais 2-3 choses. Première chose, vous voyez, on a toujours dit, il y a les voies contentieuses.
C'est heureux. Aujourd'hui, tout le monde est content. Il y en a même qui pensent que la Cour a débouté le DG Impôt, tout cela. Bon, chacun peut aller. Lorsqu'il y a une victoire, tout le monde va dans son sens. Aujourd'hui, nous devons acter que le fait d'aller aux voies de recours a permis aujourd'hui au parti Les Démocrates donc d'avoir gain de cause. Il faudrait qu'ils actent ça eux aussi, pour que demain, ils cessent d'utiliser les médias, les réseaux sociaux, un peu pour vilipender certains responsables administratifs, croyant qu'ils doivent avoir gain de cause nécessairement. Donc aujourd'hui que la Cour a dit dans leur direction, j'espère qu'ils sauront en tirer conséquences et savoir que lorsqu'on est dans ce type de jeu, soit on perd, soit on gagne, mais qu'il faut jouer le jeu jusqu'au fond. Il ne faut pas accepter une partie du jeu et laisser une autre partie du jeu. Ça, c'est important. Donc, priorité aux voies de recours et surtout, il faut faire confiance à nos institutions, quelle que soit leur faiblesse éventuelle. La deuxième chose, c'est quand même que la Cour consacre, dans le cas d'Express, la fin de l'incivisme fiscal. Parce que, tout au moins, même si on constate que la liste déposée par les démocrates, sans ceux qui n'avaient pas leur quitus fiscal, peut être considérée par la Sénat, mais ceux qui n'ont pas eu leur quitus n'ont pas eu gain de cause. Donc, désormais, tout le monde sait qu'il ne peut plus se prévaloir de quoi que ce soit, de ci ou de ça, pour ne pas avoir son quitus fiscal. Sans quitus fiscal, vous ne pouvez pas aller aux élections. Je pense que ça, c'est déjà important et c'est une très bonne leçon. Autre information à présent, le Conseil des ministres de ce mercredi 16 novembre a adopté l'exécution des travaux confortatifs et complémentaires autour de la rocade de Porto Novo et la mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction des premiers bâtiments de Seme City Ouida, phase 1. Plus de précisions avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongwedi. Travaux confortatifs et complémentaires autour de la rocade de Porto Novo. Après une évaluation de l'ensemble des projets d'infrastructures routières en cours dans la ville de Porto Novo, il a été identifié des travaux confortatifs et complémentaires ci-après pour en optimiser les effets positifs. Le prolongement de la rocade du carrefour Agata au carrefour Podo sur un linéaire de 2,350 km en 2 fois 2 voies. Cette section établit ainsi la jonction de la rocade avec la route Wadon, Adjara, Medellín, Porto Novo en cours de réalisation. Les travaux complémentaires de la zone de bas-fond allant du PK0 plus 850 au PK1 plus 250 de la section 1 sur un linéaire de 400 mètres. L'aménagement de clôture à clôture des trottoirs jusqu'à la limite des riverains sur environ 6 km. Les travaux d'assainissement et d'aménagement de voiries diverses dans le quartier de Danto. C'est donc pour en assurer l'exécution que le Conseil a autorisé la contractualisation avec l'entreprise qui a déjà réalisé les principales composantes des infrastructures. Mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction des premiers bâtiments de Seme City Ouida, phase 1. Il est à rappeler que Seme City est un projet du gouvernement qui répond aux besoins de promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation pourvoyeuse d'emplois et de richesses. Sa mise en œuvre implique la création d'un cadre approprié et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ceux-ci concernent les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche et les incubateurs d'entreprises innovantes. Ils intègrent également les communautés d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs béninois et internationaux. S'agissant des programmes de formation, de recherche et d'entrepreneuriat, plusieurs franchises et partenariats sont déjà effectifs avec des écoles de grande réputation, notamment Epitech France, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'École de design Nantes Atlantique, Sorbonne Université, le groupe des écoles centrales. La présente mission s'inscrit dans le cadre du démarrage imminent des travaux de construction des premiers bâtiments de Seme City sur le site de Ouida, pour lesquels un groupement de cabinets réputés a été retenu.
Cocktail de presse ce jeudi 17 novembre 2022 à l'Institut français de Cotonou. C'est une séance qui a permis aux responsables de l'Institut d'échanger avec les hommes de médias sur le contenu des différentes activités entrant dans le compte de novembre numérique. Une initiative qui a d'ailleurs débuté le 9 novembre dernier et qui vise la promotion du digital. Modeste Dosutogbe et Paul Esther Saossi y étaient. Voici leur compte rendu. Dans le cadre du novembre numérique, l'Institut français du Bénin propose chaque année une série d'événements en collaboration avec les acteurs clés. Cette édition du mois des cultures numériques est faite d'expositions pédagogiques, mais aussi de tables rondes pour réfléchir et faire le point de la place du numérique dans le monde actuel. Et c'est ce qui motive un peu les thèmes des tables rondes, les thèmes de l'expo qu'on accueille. C'était de peut-être se poser, dire on a déjà quelques décennies de recul sur l'émergence de ces nouveaux outils, de ces nouvelles technologies, et qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui en penser, quel regard on doit porter là-dessus, quelles sont les opportunités que cela représente aujourd'hui, mais aussi éventuellement quelles sont les dérives possibles sur un usage malveillant ou mal contrôlé ou peu réfléchi de ces nouvelles possibilités. Une expo qui permet aussi de faire découvrir des artistes aussi, qui à la fois nous fait réfléchir sur le numérique, mais sur les cultures numériques, mais aussi nous fait découvrir une scène artistique et aussi des nouveaux procédés de création grâce au numérique. Dans les artistes qu'on présente, il y en a beaucoup qui sont engagés, c'est-à-dire qui vont au-delà de juste de dire on va créer une œuvre avec des nouveaux outils et qui vont augmenter notre création. Et puis il y a eu l'effet Snowden. On a également mis en place l'atelier Agirou, qui est à destination vraiment des enfants et qui va combiner le rapport physique, la production physique de dessin, de construction en carton, etc., avec une augmentation numérique en fin de parcours. À ce rendez-vous, les meilleurs projets réfléchis et présentés au cours des différentes compétitions seront primés. Le week-end dernier a été essentiellement consacré à ce qu'on appelle des hackathons, qui sont des compétitions à Epitech et des ateliers aussi de recherche à Africa Design School. Et on verra le résultat samedi. Les meilleurs projets produits pendant ces 3 compétitions seront primés. Ce cocktail de presse a aussi tourné autour du spectacle de théâtre Une maison de poupées qui va être présenté le vendredi 25 novembre prochain et qui est une mise en scène de la béninoise Telak Bomaro. Notons que la participation au rendez-vous du numérique est libre et gratuite. Avant-dernière information de cette édition, l'ANIP a organisé une formation à l'endroit des unités communales d'identification et des personnes UCIP sur le nouveau processus de délivrance du certificat de résidence. C'était ce mardi 15 novembre 2022 à Cotonou. Le point avec Billon Modeste de Soutogui. La nouvelle procédure de délivrance du certificat de résidence, désormais connue. Cette procédure est ici partagée aux unités communales d'identification des personnes de la municipalité de Cotonou par les responsables de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. La délivrance du certificat de résidence se fait désormais en 2 étapes. Premier temps, il faut aller chez le chef village pour prendre la fiche de résidence. Il doit payer 500 francs. Ce dernier doit procéder à un enregistrement électronique. La deuxième partie, le travail que le chef quartier doit faire avec la fiche de résidence, c'est qu'il doit faire une déclaration électronique. Donc, il est important pour les chefs quartiers qui sont analphabètes de se faire accompagner par un collaborateur. Après l'obtention de la fiche de résidence, le demandeur se rend à la mairie où il dépose son dossier de demande du certificat de résidence à l'unité communale d'identification des personnes. Ce certificat de résidence est moyennant une somme de 2000 francs. 1000 francs à payer pour le droit de timbre dans la caisse de la mairie et 1000 francs à payer au trésor pour le compte de l'ANIP. Avec la réforme relative au certificat de résidence au Bénin, les unités communales d'identification des personnes deviennent des maillons essentiels dans la délivrance du document. C'est à juste titre qu'elles s'imprègnent du processus de renseignement de la fiche de résidence sécurisée.
Nous sommes disponibles en fait à accompagner la population dans l'accomplissement réel de cette nouvelle réforme-là qui ne fait que rehausser en fait l'image de marque de notre pays. Pour plus d'efficacité et au nom du principe de subsidiarité, l'Agence d'identification des personnes peut elle aussi délivrer le certificat de résidence, mais à condition que le demandeur se présente avec la fiche de résidence signée et déclarée par le chef du quartier ou de village. En cas de fraude ou de délivrance d'un faux certificat, on pourra identifier l'usager à partir des informations stockées à ce niveau. C'est là notre haute sécurité, ou bien la haute sécurité du certificat que nous délivrons par le nouveau mécanisme. À l'international, le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue français Emmanuel Macron en marge du sommet du G20. Les dirigeants ont exprimé leur volonté d'approfondir davantage la coopération dans un contexte de défi mondial. Reportage. C'est un plaisir de rencontrer en face à face Monsieur le Président à Bali. Au cours des 3 dernières années, les deux parties ont communiqué étroitement par divers moyens, de sorte que les relations Chine-France ont maintenu une dynamique positive de développement. À l'heure actuelle, le monde est entré dans une nouvelle période de turbulence et de transformation. En tant que deux forces importantes dans le monde multipolaire, la Chine et la France, la Chine et l'Union européenne, devraient adhérer à l'esprit d'indépendance et d'autonomie, d'ouverture et de coopération, pour pousser les relations bilatérales vers un progrès régulier sur la bonne voie et injecter la stabilité et l'énergie positive dans le monde. Et permettez-moi tout d'abord de vous adresser tous mes vœux de succès pour la Chine quelques semaines après que le 20e congrès du Parti communiste chinois vous a confié un nouveau mandat de secrétaire général. Et notre entretien me permet de vous faire part cette fois-ci de vive voix de ma volonté de donner une nouvelle impulsion à la reprise de nos coopérations et en effet d'unir nos forces pour répondre tout à la fois aux grands enjeux internationaux. Voici, nous sommes à la fin de cette édition. Ne nous quittez surtout pas. La suite de Le Réveil Matin, c'est tout de suite avec toute l'équipe. Voilà, amis téléspectateurs, vous venez donc de suivre Info Matin avec Wicheji Bagidi et nous allons poursuivre avec les autres rubriques de votre émission matinale. Il s'agit bien de Info Sport, Actu sur la toile, question du jour avec Jacqueline Alavo, puis questions électorales avec les experts électoraux également tout à l'heure. Nous sommes avec déjà Moucharaf Soumanou, bonjour. Bonjour Brunel. Comment allez-vous? Très bien, en forme. En forme également, merci. On démarre Info Sport juste après le jingle. En première info, Moucharaf, nous parlons du match amical au niveau des UV20 du Bénin et qui s'incline aux UV20 de l'Égypte. Tout à fait, Brunel. 1-0, c'est le score qui a sanctionné le match entre Écureuil U20 et Égypte U20. L'unique but marqué à la 28e minute a été conservé par les pharaons d'Égypte jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Il faut préciser que la sélection béninoise a évolué à 10 toute la seconde période après l'expulsion du capitaine Tamimou Wourou. Les deux équipes se retrouvent le dimanche prochain pour un autre face-à-face comptant pour les préparatifs de la CAN Junior 2023 que va arbitrer, je le rappelle, le pays des pharaons, toujours l'Égypte. Très bien, donc on croise les doigts alors pour les écureuils. Exactement, exactement. Nous allons nous intéresser à présent au Mondial Qatar 2022. Avec vous, donc, nous allons découvrir les 3 derniers groupes devant animer cette messe mondiale. Après les 5 premiers groupes A, B, C, D et E, zoom ce vendredi sur les groupes F, G et H du Mondial Qatar 2022. C'est dans cet élément.
Le groupe F, composé de la Belgique, demi-finaliste du mondial dernier en Russie, du Maroc, 5 fois présent à ce rendez-vous mondial, du Canada et de la Croatie, vice-championne de l'édition dernière, a tout pour faire vivre aux amoureux du cuiron de belles rencontres. Aucune des 4 nations n'a jamais remporté le Graal à cette compétition, mais bon nombre d'entre elles réussit à se surpasser pour atteindre le dernier carré d'as. Les Lions de l'Atlas, seuls représentants africains de cette poule, ont fort à faire s'ils veulent rejoindre le 8e de finale. Il va falloir bien négocier les matchs face aux 2 cadors du groupe que sont la Belgique et la Croatie, mais aussi faire le forcing pour remporter la rencontre face au Canada. Pour ce faire, le Maroc peut compter sur son attaquant vedette Hakim Ziyech, de retour en sélection nationale après avoir longtemps été écarté par l'ancien sélectionneur Vahid Halilovic. Rendez-vous le 23 novembre pour voir ces 4 nations faire leur entrée dans la compétition avec au programme des affiches Maroc-Croatie à 11h et Belgique-Canada à 20h00. Après avoir manqué le mondial russe, les Lions indomptables du Cameroun effectuent leur comeback dans la plus grande compétition de football mondial. Les poulains de Rigobert Song, actuel sélectionneur national du pays de Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football depuis décembre 2021, vont défier la Suisse de Sherdan Shaqiri, la Serbie de Alexander Mitrovic et enfin l'Orgue brésilien composé de superstars évoluant dans les 5 grands championnats européens. Vincent Aboubakar, Eric Maxime Choupo-Moting et Franck Zambo Anguissa sont attendus pour rugir efficacement afin de s'emparer de l'un des 2 billets qualificatifs pour les 8e de finale. Début de la compétition pour ces 4 sélections nationales du groupe le jeudi 24 novembre avec des duels Suisse-Cameroun et Brésil-Serbie. Et enfin, la dernière composition de ce mondial, le groupe H, composé du Portugal, de Cristiano Ronaldo, de l'Uruguay du duo Suarez-Cavani, de la Corée du Sud, du Spurs Son Heung-min et des Black Stars du Ghana, 5e représentant africain, va également faire vivre aux footeux de très belles émotions. L'une des confrontations les plus attendues dans ce groupe est le remake du quart de finale Uruguay-Ghana du mondial 2010 en Afrique du Sud, quart de finale remporté par les coéquipiers d'Edison Cavani après le scénario Main de Dieu de Luis Suarez. C'est probablement la dernière participation du quintuple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo avec sa sélection nationale et donc l'objectif escompté n'est certainement pas loin de la victoire finale comme celle enregistrée à l'Euro 2016 sur le sol français. La première journée dans ce groupe verra s'affronter le Portugal et le Ghana et l'Uruguay sera opposé à la Corée du Sud. Voilà, Brunel, amis téléspectateurs, l'essentiel à retenir dans InfoSport de ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Réveil Matin. Rendez-vous très certainement le lundi avec le compte-rendu du match inaugural de cette compétition, Qatar, Coupe du Monde Qatar 2022, qui va voir croiser les crampons l'Équateur et le pays organisateur, le Qatar. Très bien, merci. Mon cher Raph Soumanou, vous restez avec nous pour la suite avec Modeste Dossou-Togbe. Bonjour Modeste. Bonjour Brunel et bonjour aux amis téléspectateurs. Avec vos infos sur la toile, juste après ceci. Sur la toile, Modeste, quelles sont les informations que vous partagez avec nous ce matin? Brunel a dit aussi, il y a toujours quelque chose à se mettre sur la toile. Et la première information, c'est KS Bloom, l'artiste, chanteur, musicien gospel, qui a publié sur sa page Facebook avoir été en confrontation avec la police sénégalaise, et ceci à l'aéroport du pays. Alors les messages, les commentaires, il y en a toujours. Le premier commentaire de Destingue.
graphique qui dit « C'est la preuve que le Seigneur est avec vous, Kais Bloom. Votre lumière est plus forte que, en plus, le diable est mécontent, car vous dépeuplez son royaume. Pour Anissé Aboti, il n'y a qu'à dire ce qu'il fait aussi. Qu'a-t-il fait pour que les policiers le poussent ?» Toujours un autre message de nos internautes. Boris Adebissi qui dit « Policier sénégalais connaît pas star. Tu lui manques de respect en jouant à la star, il va te ginzer. » Pour Toji Kanché, Edouard, vous voyez déjà au-dessus de tout quand vous êtes un peu reconnu. C'est comme Davido qui a été choqué d'être zappé à la plage de Cotonou par les gens qui y étaient. Jean, tu crois que tu es Dieu. Un dernier commentaire de Serena Amoussou qui dit « Jésus-Christ, avant d'être crucifié, a été battu par les Romains, mais pourtant, il n'en a pas fait tout un tapage. Avant de mourir, il a dit « Paix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Toi, on t'a juste bousculé et tu es tombé. Au lieu de te relever tout simplement et continuer ta marche, tu viens poster quoi sur la toile. Alors, nous allons quitter Kais Bloom. Ne pas en parler. Nous allons quitter la publication de Kais Bloom pour dire qu'il y a un vendeur et depuis quelque temps, une photo d'un vendeur de coco qui est sur la toile d'un vendeur de coco au Kenya avec un stand créatif en forme de noix de coco pendant le Mombasa International Show. Alors vous verrez bien que la photo à l'écran, c'est un stand qui a vraiment la forme de coco. Absolument. Et les messages... Il y a un montage. Hein. Les messages d'encouragement, il y en a encore et encore. Et il y a Gracien Gbovi qui dit pour la première fois, c'était au Brésil que j'ai vu ça, car les Brésiliens sont des grands consommateurs de l'eau de coco. Quel génie de coco, c'est beau pour Josie et pour Lolade Adetunji. Merci pour le badge du super fond, le vieux. Belle œuvre. Nous avons inventé tous les formats. Merci Honora, merci. Très original, c'est le cerveau africain. Alors une dernière information sur le net. Je ne sais pas si vous avez eu à faire le village. Non. Pas vraiment. Alors, ça dépend. Hein. Cette photo nous montre quand même le quotidien ou l'après-midi, surtout les mercredis et vendredis au village, où on est pressé de quitter l'école pour se rendre au champ. Mais vous savez, même à l'école aussi, on le faisait, hein, le mercredi soir, c'était réservé pour la journée des salubrités. Exactement, pour cela, il fallait rendre propre toute l'école, là où on pouvait planter également de la tomate ou bien un peu de maïs. Aussi, à part les mercredis, je pense qu'en début d'année, surtout quand vous êtes dans le public, vous passez au nettoyage de l'établissement. Quelques messages de Boumwaï, voilà, qui dit tellement c'est doux, ces moments à le village, surtout dans l'enfance est doux. Mercredi et vendredi soir pour Jules Mémé. Et un dernier commentaire de Mémé qui dit je dis la douleur de ça. Ah oui, la douleur de ça. Pourtant, on y pense avec sourire aujourd'hui et peut-être même avec un peu de mélancolie. Oui, mais au village, quand vous le faites, vous vous attendez peut-être, si c'est dans un champ, vous vous attendez à quelques maniocs en retour. Ça c'est pas faux. C'est pas faux. Mon Charaf? Oui, effectivement, toujours dans la même actualité, c'est peut-être dit que j'ai pas cette actualité, la nostalgie des réalités, que ce soit universitaire, que ce soit du collège, que ce soit du primaire. Et vivement qu'on puisse avoir dans les jours à venir aussi des actualités comme ça afin de nous remémorer un peu les réalités que nous avons eu à vivre de par le passé. Merci mon Charaf. Modeste, on vous dit à très vite. À très vite. À très vite. Nous allons tout de suite suivre Question du jour réalisée par Jacqueline Alavo. Elle vous pose la question de savoir, en tout cas aux téléspectateurs qu'elle a rencontrés dans la rue, entre l'homme et la femme, qui aime le plus dans le couple. Réponse dans cet élément.
une question, un nouveau savoir. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Question du jour. Au thème d'une relation, on entend l'un des partenaires se livrer. De toute façon, je l'aimais toujours davantage, plus qu'elle ne m'a aimé. Et cela me convenait plutôt. D'où vient cette impression, cette croyance même, qu'un amour n'est jamais partagé de façon totalement équitable, que l'un des deux se résigne à une relation avec une personne qu'il apprécie, qu'il estime, qu'il n'aime pas autant qu'il devrait. Cela m'amène aujourd'hui à vous poser cette question. Est-ce vrai que dans un couple, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre? C'est notre question du jour. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Paten. Paten Atalono. Et vous faites quoi déjà de la vie? Je suis étudiant. Alors monsieur Paten, dites-moi, est-ce vrai que dans un couple, il y a quelqu'un qui aime plus que l'autre ou les deux s'aiment de la même manière selon vous? Bien, merci pour votre question. À cela, je voudrais dire que dans un couple, en réalité, l'amour doit être à 100% pour que les choses soient normales. Il faut que l'homme reconnaisse son partenaire et qu'il ressent bien l'amour. Parce que si c'est la femme qui aime plus l'homme, ou bien si c'est la femme qui ressent plus, qui a plus de consentement de l'amour, plus que l'homme, là, il n'y a pas de l'harmonie dans le couple. Bonjour monsieur. Bonjour madame, comment vous allez? Oui, je vais très bien. De votre côté? Ça va. Comment vous appelez? Yano officiel. Yano officiel. C'est ça le prénom? Ouais. D'accord. Alors monsieur Yano officiel, est-ce vrai que dans un couple, il y a quelqu'un qui aime plus que l'autre? Je ne peux pas dire que dans un couple, il y a quelqu'un qui aime plus que l'autre. Mais là, on parle de sentiments. Ça vient de vice-versa des deux côtés. Si d'abord, l'homme aime plus que la femme, ça va dépendre du comportement de la femme. Mais généralement, aujourd'hui, nous allons constater qu'il y a plusieurs femmes qui courent derrière l'argent. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Donc, les deux côtés, on ne peut pas dire que l'amour sera à 100%. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Oui, je vais très bien. Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Bedandé Toussaint. Vous faites quoi de la vie? Bon, je suis étudiant. Monsieur Toussaint, est-ce vrai que dans un couple, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre? Oui, selon moi quand même, oui. Bonjour monsieur. Oui, bonsoir madame, comment vous allez? Oui, je vais très bien. De votre côté? Ça va très bien, c'est chez vous? Oui, ça va. Présentez-vous s'il vous plaît. On m'appelle Dekoune Romain. Alors monsieur, dites-nous, dans un couple, est-ce vrai qu'il y a une personne qui aime beaucoup plus que l'autre? Bien sûr, dans un couple, il y a toujours une personne qui aime beaucoup plus que l'autre. Ça peut être la femme ou bien ça peut être côté de l'homme aussi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Bon, moi je m'appelle Alaki Marouane. Je viens d'obtenir mon bac quoi. D'accord, c'est bien. Félicitations à vous. Merci. Monsieur, dites-nous, est-ce vrai que dans un couple, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre? Oui, il y a toujours ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Huidaro Parfait. Vous faites quoi? Je suis un élève en classe de seconde. Dites-nous, dans un couple, est-ce que l'amour est réciproque? Pensez-vous que dans un couple, il y a un partenaire qui aime beaucoup plus l'autre? Si je fais, je ne sais pas trop quel partenaire aime son prochain. Vous ne savez pas? Vous n'avez pas une petite amie? Non. Mais au moins, vous voyez vos parents, non? Voilà. Pensez-vous que maman aime beaucoup plus papa ou c'est papa qui aime beaucoup plus maman? Je peux dire papa. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Je vais très bien et vous-même? Oui, je vais très bien également. Présentez-vous s'il vous plaît. On m'appelle Aaron Paul.
est-ce vrai que dans un couple, il y a toujours un partenaire qui aime que l'autre? Forcément, quelqu'un aime plus que l'autre. Hein. L'amour n'a pas toujours le même degré au niveau des deux dans un couple. Bonjour monsieur. Bonjour, comment vous allez? Oui, je vais très bien. De votre côté? Ça va bien, je rends grâce à Dieu. Est-ce vrai que dans un couple, il y a toujours une personne qui aime beaucoup plus? Bon, pour commencer, moi je ne suis pas encore marié, mais à voir ce que je constate aujourd'hui, bon, dans un couple, l'amour n'est pas du tout réciproque. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Adoué Nikandre. Alors, monsieur Nikandre, dites-moi, dans un couple, qui aime beaucoup plus? À mon humble avis, je pense que dans un couple, ça dépend. Il peut arriver que la femme aime plus l'homme, tout comme l'homme peut aimer plus la femme. Ou tantôt, des fois, ça peut être réciproque. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Oui, je vais bien. C'est quoi votre nom? Henri. Pardon? Henri. Henri. Alors, monsieur Henri, dites-moi, dans un couple, qui aime le plus selon vous? C'est l'homme. C'est l'homme qui aime le plus. Bien, pour moi, avec moi, ma partenaire, je vois qu'il y a réellement de l'amour entre nous deux. Parce qu'on arrive à surmonter les petites disputes qui arrivent. Parce que dans un couple, s'il y a souvent des disputes, on ne peut pas dire qu'il y a réellement de l'amour. Monsieur, quand on prend votre cas, est-ce que vous aimez plus votre femme ou bien vous pensez que votre femme vous aime beaucoup plus? Moi, j'aime plus ma femme. Je ne peux pas dire qu'elle aime même plus, parce que je ne connais pas son cœur. Ça dépend du cœur. Je ne connais pas son cœur. Parce que déjà, au premier regard, c'est quelqu'un qui doit faire le premier pas. C'est-à-dire celui-ci a déjà un sentiment ou une intention que toi tu n'avais pas. Et c'est au fur et à mesure que le feeling y est et ça avance. Et bon, selon moi, c'est ça quand même. Hein. Votre petite amie vous aime beaucoup plus que vous ne l'aimez, c'est ça? Bon, on peut dire ça. Lorsque nous prenons votre cas, est-ce que vous aimez beaucoup plus votre femme ou c'est le contraire? De toute façon, c'est moi qui suis allé vers ma femme pour lui parler. Ça veut dire que quelque chose m'a poussé. Donc, je suppose que c'est moi qui l'aime plus qu'elle. Quand on prend par exemple votre couple à vous, pensez-vous que votre femme vous aime beaucoup plus ou bien vous aimez beaucoup plus votre femme? Bon, elle m'aime beaucoup plus. Ouais. Et vous ne l'aimez pas? Je l'aime quand même, je l'aime, mais elle m'aime beaucoup plus. Parce qu'elle me prouve, c'est surtout par les actes, on le dit, vous voyez, c'est pas juste les paroles, mais par ses actes, tout ce qu'elle m'a prouvé, tout ce qu'elle m'a donné, tout ce qu'elle m'a fait, moi je pense qu'elle m'aime beaucoup plus. Vous n'êtes pas marié, mais vous avez au moins une petite amie? Oui. Voilà, donc vous pensez que votre petite amie vous aime beaucoup plus que vous ne l'aimez, c'est ça? Oui, bon, à voir ses manières de faire, ses comportements, je crois qu'elle m'aime plus que moi. En tout cas, elle m'aime plus que moi-même. Donc si je comprends bien, vous aimez beaucoup plus votre femme qu'elle ne vous aime. Bon, moi j'ai pas de femme. Pour le moment, j'ai pas de femme. Mais vous avez au moins une petite amie? Bon, oui, on peut dire j'ai une petite amie. Selon moi, je dirais que, bon, à voir mes efforts fournis, tout ce que je pense, tout ce que j'envisage faire pour elle, peut-être elle ne sait pas, je dirais, elle ne connaît même pas la moitié de ce que j'envisage pour elle, en fait. Dans le couple, généralement, nous constatons que la femme cherche des fois aussi, l'homme cherche souvent à aimer la femme pour pouvoir améliorer, pour pouvoir consolider le couple. Pour pouvoir avoir un couple solide, il faudrait que souvent, dans les couples, nous constatons que l'homme aime plus la femme. Des fois, c'est ce que moi je constate généralement. Est-ce vrai que dans un couple, il y a toujours une personne qui aime plus que l'autre? Comme vous avez pu le constater chez les téléspectateurs, nous avons eu droit à
des réponses vraiment mitigées. D'aucuns pensent que ce sont les femmes qui aiment beaucoup plus dans le couple, car ce sont ces derniers qui se sacrifient beaucoup plus pour que l'harmonie règne dans le foyer. Il y a également d'autres personnes qui pensent que ce sont les hommes qui font beaucoup plus de sacrifices, ce sont les hommes qui aiment beaucoup plus les femmes, car ce sont ces derniers qui font souvent le premier pas. Alors vous, chers téléspectateurs qui nous suivez à la maison, selon vous, qui aime beaucoup plus dans le foyer? Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout pour la question d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle question. Portez-vous bien. Bye. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr le réveil matin. Questions électorales prend place à présent. Nous démarrons avec Rufin Godjo. Bonjour. Bonjour, madame Prunel. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Merci de revenir donc sur le plateau du réveil matin. Alors, vous êtes désormais un habitué. C'est un plaisir. Vous êtes expert électoral. Vous êtes directeur exécutif de Caïcédra Institute. Alors, Wichedi Bagidi, nous avons d'autres thématiques également à aborder ce matin, mais essentiellement parler de la circonscription électorale, de ses enjeux politiques et électoraux. Mais avant tout cela, Wichedi. Oui. Brunel, à nouveau bonjour. Bonjour, monsieur Rufin Godjo. J'espère que vous vous portez bien. Ça va très bien. Bienvenue à nouveau sur nos plateaux. Merci beaucoup. Donc, nous allons démarrer par une actualité. Il y a la Cour qui a joint à la Sénat de permettre aux partis, les démocrates, de corriger la liste de candidatures en remplaçant les 4 noms ayant des problèmes de quitus fiscal et de participer au scrutin. Monsieur Rufin Godjo, dites-nous ce que vous en pensez à ce sujet. Je dirais que la démocratie est en marche et qu'il faut s'en féliciter. La Cour, la loi électorale est très claire. La loi électorale, quand on dépose un dossier de candidature, on ne peut changer qu'en cas de décès ou de doublon. Nous ne sommes dans le cas d'espèce ni en face d'un cas de décès, encore moins en face d'un cas de doublon. Mais la Cour, qui a le pouvoir d'assurer la régulation de l'institution, a demandé à ce qu'on prenne en compte, n'est-ce pas, le dossier des 4 militants des démocrates. Faisant ainsi, la Sénat est obligée de mettre le pied sur le frein, d'attendre que les démocrates ajustent leur dossier et ramènent pour qu'on tienne compte de ce parti-là dans la compétition électorale. Il revient aussi aux démocrates de faire diligence parce que on est déjà proche quand même du jour du scrutin
Et sans polémique, il faudrait que rapidement les démocrates procèdent, n'est-ce pas, au remplacement des dossiers des 4 candidats pour que le processus continue. Mais j'estime que c'est des choses tout à fait normales en démocratie et puis il faut s'en féliciter. D'accord, merci. Nous rappelons que notre consultant politique Agapite Napoléon Maforican a déjà donné son avis à ce sujet et vous pouvez le suivre sur notre chaîne YouTube. Mais à présent, il nous a rejoint en plateau. Bonjour monsieur Agapite Napoléon Maforican. Bonjour monsieur G, bonjour Brunel, bonjour à tous les téléspectateurs. Oui. Alors, bon, la question, il faut revenir quand même un peu sur le sujet pour dire après Ruffin que la fonction, il faut que les téléspectateurs comprennent la fonction de régulation. Parce que beaucoup regardent la Cour comme l'organe de gestion de contentieux. On va revenir sans doute un jour sur ce qu'on appelle le contentieux. Dans le cas d'espèce, c'est un contentieux qui est porté à la connaissance donc, de la Cour. Et dans le contentieux, la Cour a utilisé tous les moyens possibles en sa possession. Donc, c'est une situation d'exception. C'est une situation d'exception, mais dont la Cour peut connaître et dont la Cour a connu. Et sur laquelle la Cour peut délibérer et sur laquelle la Cour a délibéré. Donc, il ne faudrait pas que, je pense que comme l'a dit mon vis-à-vis, la démocratie a gagné. Et c'est une leçon également pour, disons, tout. Je pense que c'est une leçon à enseigner parfois dans les écoles de Sciences Po. Et également que, dans le cas d'espèces, les institutions, elles ont certains pouvoirs, certaines prérogatives qu'il est important de connaître et de reconnaître en ces moments-là. Parce qu'à des moments donnés, lorsqu'on gagne, tout le monde est content. Lorsqu'on perd, on commence par faire des conjectures. Donc il faut comprendre que, oui, dans des cas comme ceux-ci, il peut y avoir des décisions du genre qui valent leur pesant parce que l'institution qui l'a dit en a les prérogatives. Très bien. Merci Agapite Napoléon Maforican. Nous parlons de circonscription électorale aujourd'hui et Ruffin Godjo, quand on parle de circonscription électorale, de quoi on parle? À quoi on fait référence? La circonscription électorale est un espace territorial délimité au sein duquel se déroule un scrutin. Et qu'on ne peut pas faire une élection dans un espace ouvert sans borne. Même la présidentielle que l'on organise où le Bénin entier est une circonscription électorale, on a retenu qu'il faut l'élargir à nos ambassades et consulats à l'étranger. Et donc, quand on parle d'élection, la première chose, où est-ce que ça se passe? Un exemple très très simple. Oui. Vous savez qu'il y a des Béninois, nous avons des frontières. Nous avons des frontières avec le Nigeria, avec le Togo, avec le Burkina, avec le Niger. Lorsqu'on fait le découpage électoral, il y a des Béninois peut-être qui sont au Togo tout près. Ils ne peuvent pas voter parce qu'ils ne sont pas considérés comme éléments de l'espace territorial défini pour le déroulement du vote. Mais au fur et à mesure qu'on descend dans les élections, on commence par avoir des espaces plus petits. L'espace dédié aux législatives est plus petit que l'espace dédié à la présidentielle. Donc on découpe le territoire, mais on ne découpe pas. On tient compte de l'organisation administrative pour faire des regroupements. Donc aujourd'hui, de façon concrète, pour les législatives, une circonscription électorale, c'est toujours une combinaison de communes existantes. Sauf le cas de Cotonou, qui est à la fois commune, département et circonscription électorale. Je crois aussi Djougou, qui est commune et circonscription. Le reste, ce sont des communes ensemble. Sobodomé, Ouéry et autres, pour organiser le scrutin. Donc l'espace, c'est déterminant. Même Cotonou, quand vous prenez Cotonou, vous avez la 15e, qui est ce que nous appelons à Papa jusqu'à la frontière avec Semé-là-bas. Et nous avons la partie côtière, qui est la 16e. Donc, première chose, qui dit élection, dit un espace territorial avec des frontières très précises au sein duquel se déroule le scrutin. C'est ça la circonscription électorale. Très bien. Alors, Agapite, le découpage électoral, la circonscription électorale procède d'un processus qu'on appelle le découpage électoral, qui est un processus parlementaire, mais qui est aussi politique. Je pense qu'au premier jour de notre émission, nous l'avions dit,
c'est un processus éminemment politique, puisqu'il emporte un certain nombre de conséquences. Hein? C'est un découpé, la situation procède du découpage. Le découpage, c'est le processus par lequel le territoire national est subdivisé en des parties administratives qui deviennent des parties électorales. Donc un territoire électoral. Dans le cas de ces législatives, si nous avons 24 territoires électoraux, hein, comme il a dit, un département est subdivisé en deux. Et lorsqu'on prend le département de Cotonou, et qui est le département du littoral, il est également subdivisé en deux. En fait, Cotonou est un département du littoral, il est subdivisé en deux. La Donga est également subdivisée en deux, mais Djougou est une circonscription électorale. Donc, en fait, c'est ce principe que les députés ont adopté en 1995, si je ne me trompe, et qui est resté en 1994, et qui est resté jusque-là présent. Il faut ajouter également que ça se fait parfois par pondération du nombre d'électeurs de la population. Et normalement, on fait en sorte que le découpage se gère dans le périmètre des circonscriptions. C'est-à-dire quoi? On n'a pas de département divisé en deux maintenant, mais il y a des découpages plus pervers. Il y a des découpages plus pervers qui peuvent créer des situations où on ne tient pas compte nécessairement de la proximité des territoires, mais on tient compte, comme je vous l'ai dit, c'est un processus politique. Hein, le législateur, comme il a fait en 58-59 et en 58, par exemple, lors des premières élections au Dahomey pour l'Assemblée territoriale, pour qu'on en arrive un peu à ce qu'on a eu comme Premier ministre à l'indépendance, on fait en sorte qu'on noie des circonscriptions électorales, des potentiels adversaires, on les noie dans d'autres circonscriptions qui n'ont rien à voir. Plus trop d'impact. Donc, on peut prendre par exemple Cotonou, et on met Cotonou, Ouida et Porto-Novo ensemble. Ouais, rien ne les met a priori ensemble, puisque avant Porto-Novo, il y a Semipodi. Et après, avant Ouida, il y a Abou-Calavi. Donc, il y a tout ça là, mais on n'a peut-être pas le temps d'aller plus loin. Donc, on restera dans le cadre plus circonscrit de la loi 2019-43, donc, notamment, et que dans le cadre des élections législatives, des élections communales, le Bénin est divisé en circonscriptions électorales. Et pour les élections législatives, c'est 24 circonscriptions électorales. D'accord, très bien. 24 circonscriptions électorales, donc, qui doivent donner des sièges au Parlement, justement. Cette année, nous aurons 109 députés au total. Comment est-ce que tout cela est réparti? En réalité, le souci, c'est d'avoir un nombre de députés, disons, au prorata de la population. Voilà, que si une zone est très peuplée, que logiquement cette zone ou cette circonscription ait plus de députés qu'une autre zone moins peuplée. Donc, un souci de justice. Mais dans le même temps, s'amuser à casser, à reprendre, à recoller les circonscriptions électorales peut poser de graves problèmes politiques. Vous avez vu qu'au Bénin, c'est bloqué depuis c'est les 24. Mais il y a des aménagements. Vous voyez par exemple la circonscription électorale qui comporte Abomey-Calavi, Soava et autres, du fait de l'augmentation croissante de la population. Confirmée par les chiffres du recensement général de la population et de l'habitat. Voilà. Dans cette réforme-là, ils ont eu 2 députés en plus. C'est ça qui fait qu'on est passé de 83 à 82 avant l'ajout des 24 femmes. Il y a ces ajustements-là. 83, 85, pardon. Les deux ajouts, c'est dans la circonscription électorale du fait de l'augmentation de la population de cette circonscription électorale-là. Donc c'est le souci, ça. Normalement, s'il y avait des outils qui donnent en temps réel la population et tout, on pourrait être en train de changer au fur et à mesure, mais nous sommes dans le cas parce que c'est délicat dans notre contexte. Toujours est-il que la zone territoriale dans laquelle se déroule le scrutin des législatives est important. En ce sens que, vous voyez, si vous voulez voter pour un candidat pour la présidentielle, par exemple, ok, vous êtes à Parakou, vous êtes à Djougou, à Retengo, à Zobodo, à Wenki. Dès que vous avez votre carte et que vous êtes sur la liste, ça ne pose pas de problème. Votre voix va compter. Mais si vous avez quelqu'un, par exemple, que vous voulez supporter dans Cotonou,
16e circonscription électorale. Si vous ne vous arrangez pas pour venir vous inscrire dans la 16e circonscription électorale, votre voix ne l'aidera pas. Ou autrement, votre voix peut l'aider indirectement pour l'obtention des 10%. Vous voyez un peu? Oui. Donc, il y a la dimension de la territorialité qui est très importante qui concerne les circonscriptions électorales. Très bien. Oui. Il faut quand même saluer le législateur béninois. Je pense que c'est un travail technique qui est... Vous voyez la difficulté qu'on a eu à avoir les chefs-lieux de département de 98, il a fallu seulement 2016, donc près de 20 ans, pour que nous ayons des chefs-lieux de département que nous-mêmes nous l'avons créés. Parce que tout le monde veut être chef-lieu. C'est la même chose. Tout le monde veut être dans une circonscription électorale qui lui est favorable. Ouais, il a parlé tout à l'heure d'abord, mais c'était pas tellement facile. Que Porto-Novo, regardez une ville comme Porto-Novo, se retrouver dans Semepodi, à Djara, à Guégué, pour donner 5. Alors que Porto-Novo, bien, aurait pu être seul et à 2 donner 3. Vous voyez, c'est des questions comme ça, mais ça a été des négociations sur négociations. Je me rappelle toujours, c'était chroniqueur parlementaire à l'époque où ça a été fait. J'ai suivi un peu et les conciliabules qui ont fini par déboucher sur cette délimitation. Il faut saluer la constance, le fait que le législateur ait pu rester constant, parce que le code électoral béninois a évolué pratiquement au gré des élections depuis 90. À chaque élection, ce code. Oui. Sauf celle de 2018 et de 2014 qui a pu résister un peu. Et voilà, et celle de 2018. Encore que. Donc vous voyez que en réalité, le fait de ne pas toucher à ce socle a été important. Sinon, ça allait en rajouter à la crise. Ça, c'est important. On a peut-être eu une occasion de parler longuement des conséquences des découpages électoraux mal faits, donc des circonscriptions électorales mal tracées, parce que ça crée d'énormes crises. Il faut ajouter que dans le cadre du code électoral béninois, les circonscriptions électorales suivent un ordre. Quand on dit pourquoi tel est 8e, pourquoi tel est 7e, c'est simple, c'est pas ordre alphabétique des départements. Je pense que c'est Alibori, premier, seconde circonscription électorale, Atakora, ensuite, donc c'est dans l'ordre alphabétique, A, B, C, D, donc Alibori, Atakora, Atlantique, Borgou, Donga, Colline, Donga, et ainsi de suite. Jusqu'au Z, le Zou, qui a les 23e et les 24e circonscriptions électorales. C'est important. Donc c'est pour ça que c'est dans l'ordre comme ça que les circonscriptions ont été classées, étant entendu que chaque département donne 2, à l'exception, donc oui, chaque département donne 2, et on est resté constant. Même le petit département, le département ville, Cotonou donne également 2, les 15e et les 16e circonscriptions électorales. Très bien. Alors, Rufin Godjo, est-ce qu'il y a d'autres spécificités sur les circonscriptions que vous voudriez partager avec nous? Non, c'est important de reconnaître que c'est des opérations délicates, que chaque communauté, en réalité, chaque communauté a légitimement envie d'avoir un proche au Parlement. Donc, il se fait que si on doit tenir compte de ça, on risque de rentrer dans des petites subdivisions qui vont créer l'ethnicisme. Dans le même temps, il faut ouvrir, donc c'est un équilibre qu'on fait de sorte à avoir les députés qui sont les émanations d'une circonscription, mais les représentants de toute la nation. Donc il est important de retenir la notion de territorialité, la notion de ratio de population qui permet de faire élire les députés dans ces zones. Très bien. Oui. Nous n'avons pas toujours eu 24 circonscriptions électorales. Il faut peut-être le dire qu'en 90, lors du référendum et de l'élection présidentielle et des premières élections législatives, la circonscription électorale était l'ancien département. Nous avions 6 circonscriptions électorales. C'était le département. Donc chaque département constituait une circonscription électorale. Et parce que la volonté était de faire du député l'élu de la nation. Et comme c'était quand même assez difficile de faire du pays une circonscription électorale pour des élections législatives, on a préféré faire du département. Bon, après, c'est beaucoup plus lourd. Mais moi, je pense que, et ça c'est un avis de consultant, c'est un avis d'un citoyen, je pense que dans le principe du député élu de la nation tout entière, normalement, la circonscription devrait être une, c'est la nation. Bien, ça, c'est un débat d'école, on ne va pas peut-être, mais
on dit qu'il est l'élu de la nation. Celui qui est élu dans la 24e circonscription électorale, il fait sa campagne là-bas, il est élu là-bas, il se dit je suis député de la 24e circonscription électorale. Or, la loi dit de lui qu'il est le député de la nation et qu'il n'a même pas de mandat impératif. Ça veut dire qu'il ne reçoit pas d'injonction des populations donc de ces localités-là. Or, vous êtes élu dans une circonscription comme Zakota, et je ne sais pas, et Janganado et par exemple. Alors, vous dites je suis député élu de la nation, vous vous occupez de la route de la rocade de Porto-Novo, et vous vous occupez peut-être des pistes mal entretenues, je ne sais pas, de Bérouboué ou autre. Alors, lorsqu'il s'agit de vous renouveler, les populations vont dire, mais on ne vous a même pas vu. Lorsqu'il y a eu Tol ici, c'est l'autre qu'on a vu. Donc, je pense que ce concept mérite d'être relu, repensé, rediscuté pour qu'il y ait une sorte de corrélation entre l'élu et ses mandataires. Ouais, donc, la volonté de 90 est là. Hein. Le studio de liste qu'on a choisi d'ailleurs répond à toute cette logique d'ouvrir le jeu et de permettre aux populations vraiment, dans leur diversité, d'être représentées au Parlement. Mais au même moment, si on veut comprendre la contrainte qui a obligé à avoir des circonscriptions, il faut comprendre également que le principe du député élu de la nation, qui découle de la volonté du constituant, devrait pouvoir être réanalysé. Et on ne peut pas évoquer cette question, ça quand même titille un peu ce volet-là. Alors, je sais que nous devons libérer le plateau, mais Agapit Napoléon Mafricain, je reste avec vous pour justement qu'on parle un peu de l'importance, parce que c'est vrai, quand on parle de circonscription électorale, il y a des sièges qui ont été attribués donc à chaque circonscription. Néanmoins, est-ce que pour les partis politiques qui doivent faire campagne dans les prochains jours, il y a des circonscriptions qu'ils doivent en quelque sorte avoir après les élections? Non, dans lesquelles ils doivent, pas particulièrement. Ici, on est dans l'arithmétique. Vous voyez, dans le cadre des réformes politiques, première constance, dans le cadre des législatives, il faut déjà que votre parti ait le seuil de représentativité créé par la loi de 2018 et qui, je pense qui est repris dans la Constitution, retouchée, amendée et dans le code électoral, si je me trompe. Donc, il faut déjà, la première bataille à faire, c'est que chaque voix compte. Ici, premièrement, pour la bataille pour avoir un siège, c'est que chaque voix compte. Il ne s'agira pas de gagner une commune isolée, ou un arrondissement isolé, ou un village isolé, comme c'était le cas avant. Parce que lorsque vous prenez une circonscription électorale, je donne un peu à la volée, de Kandi Karibama, c'est la numéro 1. Donc, je préfère la citer elle. Donc Kandi Karibama Malanville, qui donne, si je me trompe, 3 ou 4. Alors, si vous la prenez, lorsque vous gagnez une grande ville comme Kandi, vous vous dites il n'y a pas de problème. Moi, je peux faire campagne à Kandi et gagner mon truc. Aujourd'hui, votre parti ne peut pas faire campagne à Kandi seul et avoir 10%. Donc, vous devez faire en sorte que déjà, vous ayez 10% du seuil des suffrages valablement exprimés au niveau national. C'est d'abord le premier travail qui est fait pour que vous ayez voix au chapitre, c'est-à-dire que vous soyez éligible maintenant à l'octroi des sièges. C'est la première bataille à mener. La seconde bataille à mener, la deuxième bataille à mener, c'est d'être premier. Parce qu'en étant premier cette année, premier parti dans votre circonscription électorale, le parti en tête des suffrages exprimés valablement, ça veut dire que vous gagnez d'abord le siège bonus, vous gagnez le siège bonus, c'est-à-dire le siège des femmes. Ça c'est important si vous êtes sur les 7. On pense, sur les 6 ou 7 listes qui seront présentes, je sais pas, sur les 7 listes peut-être qui seront présentes, il faudrait par circonscription électorale être premier. Le premier. Pour prendre le siège dévolu aux femmes. C'est la dernière opération qui est faite dans le code, mais en étant premier, vous savez que ça vous revient de droit. Donc, la bataille à faire, c'est d'être premier pour que le bonus femme vous revienne au niveau de chaque circonscription électorale. Et la dernière bataille maintenant, c'est d'être arithmétiquement au niveau, si vous voyez le mode
le scrutin, c'est un scrutin de liste à la proportionnelle. Donc, il y a des variantes et des pondérations sur lesquelles on va revenir aujourd'hui. La manière dont les sièges seront attribués. Donc, dans des circonscriptions électorales qui ont une densité forte ou une densité faible, l'enjeu est différent. Et donc, le parti qui gagne une région très forte ou une région très faible a des avantages ou des inconvénients sur lesquels on pourrait revenir au cours de notre séance. Très bien. Oui, refait, bonjour. Attention, vous réaliserez que dans le cadre législatif, c'est vraiment un plateau, un espace offert pour renforcer les partis politiques. Vous allez voir que pour les législatives, il n'y a pas la photo d'un candidat à la députation, comme même plutôt le logo du parti. Et puis, après ça, c'est un scrutin de liste. Le parti propose la liste de ses candidats. Et s'il gagne, c'est à ce niveau-là que... Donc, il y a ce souci-là de renforcer les partis politiques. Deuxième élément, le fait qu'il y ait le seuil de représentativité de 10% au moins des suffrages valablement exprimés, force aussi à avoir de grands partis qui sont capables d'être présents du nord au sud, de l'est à l'ouest, de manière à obtenir aisément les 10%. Parce que si vous avez 9,89% des voix et que vous avez ramassé tous les sièges de votre circonscription, c'est la mort subite. Vous passez à côté, puis on calcule pour le reste. Donc, l'enjeu de taille, souci de renforcement des partis politiques, un peu, c'est déterminant pour la démocratie. C'est important dans l'éducation citoyenne. Oui, c'est très important dans l'éducation citoyenne parce que il faudrait que les populations qui votent sachent qu'il ne s'agira pas de s'enfermer dans une circonscription, que les partis communiquent. Parce que pour les élections communales, on a un peu plus. C'est la première fois que ce seuil a été appliqué pour les élections communales de 2020. Et là, vous voyez, nous avons gagné telle circonscription. Non, nos électeurs ne sont pas contents. Il n'y a pas d'électeurs. Il y a l'électeur du parti qui est un parti qui a vocation à être un parti national. Donc, là où l'électeur vote ici dans les hameaux isolés dans lesquels on pense que vous êtes le meilleur, soyez le meilleur au niveau national, sinon vous allez gagner une ville, vous allez gagner un hameau, vous allez gagner une circonscription électorale et vous n'aurez aucun siège et il y a d'autres personnes qui vont vous représenter. Très bien. Merci Agapit Napoléon Maforican. Ce sera là votre mot de fin. Merci. Non, c'est bon, merci. Merci. Alors, Rufin Godjo? Je dirais ce que j'ai toujours dit depuis des jours, que les citoyens aillent voter librement et qu'il y ait la ferveur démocratique, qu'il y ait le débat, qu'il y ait la discussion pour que ce que chaque parti a envie de faire au Parlement soit connu de manière claire et que les citoyens fassent des choix éclairés. Voilà. Merci infiniment. Oui, j'allais juste rappeler que dans les propos de Agapit Napoléon Maforican, il a parlé du contentieux et que vous allez voir, nous allons débattre de ce sujet dans nos prochains numéros. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican, Rufin Godjo, merci. Nous avons démarré le réveil matin depuis 3 jours. Maintenant, nous allons poursuivre la même cadence la semaine prochaine. Restez donc fidèles à ce programme pour en découvrir davantage sur d'autres thématiques, d'autres notions liées aux élections. Nous parlions aujourd'hui de circonscriptions électorales, enjeux politiques et électoraux, donc sur questions électorales.